Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon bilan lecture du mois d'avril. Donc là ce que vous voyez en fait c'est à l'heure actuelle que la moitié de ce que j'ai lu et nous sommes le 26 avril. À savoir que j'ai été mis en isolement pour cause de Covid de mon conjoint. Du coup faut bien s'occuper. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup lu. Donc j'ai coupé en deux n'importe quoi. Ce bilan lecture, donc vous aurez une partie donc aujourd'hui et une partie la semaine prochaine. Vous pourrez voir comme ça mes petites lectures sur le mois d'avril. Alors je commence. Dans mon bilan du mois de mars, je vous présentais ma lecture en cours qui était sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. J'ai lu ce livre dans le cadre de mon challenge du printemps, lire un récit d'aventure. Donc c'est mon conjoint qui me l'a recommandé. C'est mon premier Sylvain Tesson que je lis. Et j'avoue que j'ai bien aimé. Il a une écriture qui est quand même assez poétique, très belle. Par contre, petite recommandation, ne le lisez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez l'esprit ailleurs, parce qu'on a déjà, même en étant l'esprit tranquille, on va dire, en n'étant pas trop fatigué, moi j'avais l'esprit qui avait tendance à partir, à penser à d'autres choses, parce que c'est très poétique, donc voilà, ça libère un peu trop l'esprit. Et donc dans ce livre, on le suit qui part donc de Tende dans les Alpes-Maritimes, donc c'est pas loin de chez moi, et il arrive au Cotentin, pardon. Il va mettre 3 mois de mémoire pour y aller, donc à pied, à travers les chemins noirs, donc c'est ce qu'il appelle les chemins qui ont été complètement pas abandonnés, mais laissés de côté par l'urbanisation. C'est ce qu'il appelle l'ultra-ruralité. Donc voilà, il va traverser des petits villages, sur la connaissance de personnes qui sont vraiment dans la campagne profonde. Et c'est un beau récit de voyage, j'ai beaucoup aimé, ça donne envie d'aller marcher, vraiment, d'aller à la découverte de ces chemins laissés seuls par l'homme. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Dans ce voyage qu'il fait, il est par moments accompagné sur certaines étapes par des amis, par la famille. Et je trouvais que ça faisait du coup de belles relations parce qu'il parle de ses amis à travers le voyage, à travers ce qu'ils ont connu avant. Il y a beaucoup fait mention de la Russie et de la Sibérie. Parce qu'à savoir que cet homme a beaucoup voyagé et qu'il est resté 6 mois dans une cabane en Sibérie, seul, donc, où il allait pêcher ce qu'il mangeait et tout. Et on sent que ce pays l'a fortement impacté, donc il en fait pas mal référence dans celui-ci. Ensuite, j'ai enchaîné avec La chair de sa chair de Claire Favant. Je vous avoue, quand j'ai reçu ce livre de la part d'HarperCollins, j'étais pas vraiment emballée à l'idée de le lire, parce que tout ce que j'ai lu sur Claire Favant en chronique, c'était à chaque fois des livres extrêmement violents, assez durs, et là je me suis dit, bon, j'ai pas trop envie de quelque chose qui me tabasse, j'ai envie d'un truc un peu policier, mais voilà, j'ai pas envie de vomir mes tripes ou quoi. Et en fait, c'est Estelle, de Petite Lectrice, qui m'a dit, non, non, vas-y, lis-le, c'est un thriller psychologique, fonce. Et ben en fait j'ai foncé et je l'ai lu en une soirée. Donc j'ai commencé à 20h et je l'ai terminé à 1h du matin. Donc là on va suivre Moira, qui est une mère de famille qui a donc au début du roman un enfant, puis quand ça continue il en a plus. La première scène est glaçante en fait. Je vous révèle. Après, il y en a beaucoup quand ils l'ont chroniqué qui l'ont révélé cette scène. Donc juste sachez que Moira est victime de violence et qu'à un moment, pour la sauver, son fils Peter, qui a, il me semble, 8 ans, va intervenir. Et donc après, il y a ce premier chapitre et on saute à un chapitre où on est 6-8 ans plus tard. Donc on retrouve Moira avec sa nouvelle vie de famille. Mais voilà, on se doute que ça va pas être aussi facile que ça en a l'air. C'est complètement machiavélique. C'est vraiment le terme que je retiendrai de ce livre, machiavélique. Parce qu'en fait, Claire Favant sème des petits cailloux, des petits indices, mais vraiment tout petits. Il y a juste un moment où moi, elle a mis un mot qui m'a fait tilt et je me suis dit oui, c'est ça. Même si le personnage principal s'éloigne de cette hypothèse, je me suis dit non, c'est ça, ça y ressemble trop. Et en effet, c'était ça. Après, il y a plein de choses que j'ai pas vu venir. Vous arrivez à la fin, quand vous avez lisé le dernier chapitre, ça vous fait repenser à d'autres instants du roman en disant ah ouais, nana et tout. Vraiment machiavélique. C'est jusqu'où l'instinct maternel peut pousser une mère pour aimer ses enfants, pour les aider. Vraiment, je me suis pris une claque avec ce bouquin parce qu'il est vraiment puissant. Ensuite, j'ai encore enchaîné sur un policier. Il s'agit de 3 cartouches pour la Saint-Innocent de Michel Ambarek chez les éditions L'Archipel. Donc ce roman, je l'ai reçu en service de presse au travail et c'est le représentant me l'a présenté comme une sorte de réécriture de l'histoire de Jacqueline Sauvage.
Donc Jacqueline Sauvage est cette femme qui a tué son mari en cas de légitime défense parce qu'elle a été battue depuis des années et elle a été graciée par François Hollande. Dans ce livre, il ne s'agit pas de Jacqueline Sauvage mais de Jeanne Moreau, qui n'est pas l'actrice, hein, c'est juste le nom du personnage. Et elle, donc, elle a abattu son mari de 3 coups de fusil dans le dos avec comme alibi qu'il la maltraitait depuis des années. Elle a été incarcérée et son procès a fait tellement de bruit au niveau médiatique. Il y a beaucoup d'associations qui se sont emparées de son cas, qui l'ont érigée en tant que modèle de femme violentée, de femme qui essaie de s'en sortir. Et en fait, du coup, elle a été graciée par le président François Corrèze. Voilà, donc je pense que vous voyez un peu les liens. Et en fait, dans ce livre, vous avez un journaliste qui est à la retraite, qui voyage en camping-car, parce qu'il a perdu sa femme et du coup, la vie à la maison lui semble un peu triste, donc il sillonne la France en camping-car. Et en fait, il va, suite à une rencontre avec cette femme, dont il ignore tout, il va se lancer en une mini-enquête en fait, sur ce qui s'est passé, sur le procès qui a fait débat, parce qu'il y a un procès, il y a eu un appel, et sur voilà, les condamnations et le fait qu'elle ait été graciée. Je vous avoue que j'ai pas forcément apprécié ma lecture. Alors, il y a une vraie plume de l'auteur, il a vraiment une écriture particulière, il y a beaucoup de termes de patois, on va dire. Là, par exemple, la victime était renommée la Ravajou. Il y a plein de mots comme ça, donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa, vraiment intéressant. Les chapitres sont tout petits, donc ça se lit vite, mais j'avoue que j'ai pas compris vraiment toute l'utilité de l'histoire. Voilà, c'était une écriture assez originale, mais ça m'a pas forcément emballée. Ensuite, j'ai continué sur un autre thriller. Il s'agit de Inconditionnel de Marlène Charine. L'année dernière, j'ai lu Tombe les anges de cet auteur que j'ai tout simplement adoré. Et là, du coup, j'ai eu la chance de recevoir donc l'épreuve non corrigée il y a un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Et du coup, je l'ai lu. Donc là, ça se passe... c'est pas la suite de Tombe les anges, c'est pas un tome, mais c'est un roman complètement différent. Là, on va suivre l'inspecteur Silk, donc qui est basé à Saint-Jurios, donc vers Annecy. Et en fait, elle se retrouve confrontée à la disparition de 3 petites filles de 8-9 ans qui ont été kidnappées en fait à la sortie de l'école. Et le livre commence où les enfants ont été retrouvés. Donc en fait, on voit la brigade intervenir, donc arriver chez le tortionnaire et libérer les petites filles. Sauf que petit à petit, au cours des entretiens avec les petites filles, les mamans, donc les 3 mamans, c'est Garance, Cora et Blandine, parce que ce sont vraiment elles les personnages principaux. En fait, elles vont se rendre compte que la personne qui a été abattue n'est pas la seule responsable du kidnapping et de la séquestration de leur fille. Et elles vont se lancer dans une vendetta personnelle qui va les mener bien sûr au tueur. Je vous en dis pas plus, pas au tueur, au kidnappeur. Ça fait froid dans le dos parce que quand vous vous rendez compte de la personnalité du kidnappeur, vous dites waouh, quand même des gens comme ça sur Terre qui pensent comme ça. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de la flic à la fin. Quand elle résout à le faire, je trouve qu'elle la résout de manière très bien, vraiment. Même si ça peut, ça ne renvoie pas les bonnes, on va dire comment, la bonne moralité vis-à-vis de la justice, mais en tant que femme, pour nous c'est la bonne justice. Voilà, je sais pas comment expliquer. J'ai bien aimé, j'ai moins aimé que Tombe les anges, parce que Tombe les anges c'était vraiment une grosse découverte de cet auteur, mais j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment... Elle m'a embarquée, elle a une écriture qui fait que cet auteur m'embarque à chaque fois, et c'est une certitude, je lirai les autres romans qu'elle écrira, parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. Donc ensuite, après ces 3 polars que j'avais enchaînés, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger. Du coup, je suis partie sur les recettes de la vie de Jackie Durand, édité chez Folio. Donc c'est ma petite Lila qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Ça a été un vrai coup de cœur pour elle. Et du coup, après toutes ces histoires un peu noires, j'avais envie de quelque chose de plus convivial, cocooning et familial, on va dire. Donc là, en fait, on va suivre Henri, qui est un homme âgé, qui est le chef cuisinier du Relais Fleury. Donc c'est un petit restaurant, un petit bistrot. Et en fait, quand le livre commence, on le découvre en fin de vie. En fait, il est à l'hôpital, il est en train de vivre ses dernières heures, et on a son fils à son chevet, Julien, qui a entre 20 et 30 ans, c'est pas précisé exactement quel âge il a. Et en fait, on le voit, il emmène un petit gueuleton à son père, parce que la nourriture de l'hôpital n'est pas super appétissante. Et en fait, lui, Julien, a toujours voulu être cuisinier, il a voulu suivre l'exemple de son père, mais son père n'a jamais voulu.
il a toujours dit que lui, il a été devenu cuisinier par la force des choses, que quand il est revenu de la guerre, eh ben, il a bien fallu trouver un travail, donc voilà. Et en fait, lui, Julien veut lui expliquer que il est cuisinier parce qu'il aime la nourriture, il aime faire à manger, il aime la découverte des produits et tout. Donc voilà, on suit son cheminement. En fait, ce roman on commence donc par la fin, parce qu'on commence par la fin du papa. Et après, on découvre la vie de ce père et de ce fils dans le Relais Fleuri, les histoires de cœur, tout ce qui est formation, la formation de Julien, parce que son père voudrait qu'il soit ingénieur ou avocat. Lui, il veut pas, il veut vraiment être cuisinier, mais comme il veut pas braquer son père, il fait les études qu'on lui demande, mais à côté de ça, il se forme en tant que cuisinier. Donc voilà, c'est une belle histoire d'amour entre un père et son fils, entre un fils et son père. Voilà, c'est une très belle histoire, très doudou, très cocooning. Par contre, vous avez sans arrêt envie de manger avec ce bouquin. Voilà, parce il n'y a pas un chapitre où il prépare pas un repas, donc je vous préviens, vous aurez envie de manger. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit manga. J'aime bien en mettre de temps en temps. Donc c'est La Reine d'Égypte, tome 7. À l'heure actuelle, c'est le dernier qui est sorti. J'avoue que c'est un peu une petite déception parce que je trouve que depuis un ou deux tomes, ça commence à tourner un peu en rond. Voilà, je trouve pas que ça évolue vraiment. Donc on voit la pharaon Hatshepsut qui essaie donc de s'imposer en tant que pharaon, en tant que femme pharaon. Et on voit à côté de ça son fils Toutmotsis, je sais pas comment on prononce, qui lui grandit et qui veut aussi s'imposer en tant que pharaon, mais tous les deux ont une approche complètement différente et tous les deux ont une partie de l'Égypte. Mais ouais, voilà, ça m'a un petit peu moins emballé. J'espère qu'il va pas être trop long en termes de manga en tomes. Là, il y en a 7. Jusqu'à 10, ça ira. S'il y en a plus, je suis pas sûre de suivre parce que j'ai peur que ça s'étire trop en longueur. Ensuite, j'ai lu 8 crimes parfaits de Peter Swanson chez les éditions Gallmeister. Arrêtons-nous un instant sur cette magnifique couverture. Elle est magnifique cette couverture. Donc voilà, en fait, je ne vais pas vous leurrer, la première chose qui m'a interpellée sur ce bouquin, c'est la couverture. Et ensuite, c'est le résumé, parce qu'il est question d'un libraire spécialisé en romans policiers qui va être consulté pour une série de crimes. Alors en fait, dans ce livre, on suit Malcolm, qui depuis une quinzaine d'années tient une librairie spécialisée en policiers en Amérique. Et en fait, un jour, il va voir une agent du FBI qui va sonner à sa porte, qui va lui demander de l'aide. Il y a quelques années, pour le blog de la même librairie, il a rédigé une liste de 8 crimes parfaits, issus de 8 romans policiers, où en fait le crime a tellement été bien tourné que soit c'est passé comme un accident, soit le coupable n'a jamais pu être authentifié. Donc, juste pour vous prévenir, ce livre vous spoil pas mal d'autres livres, à savoir 2 Agatha Christie, et vous spoil ABC contre Poirot et Le meurtre de Roger Ackroyd. Il y en a d'autres livres, mais bon, je ne vais pas tout vous révéler non plus. Mais voilà, il faut faire attention. Les autres livres, c'est des livres anciens, vraiment qui datent des années 50, 60, 70. Donc à la rigueur, ils sont un peu moins connus. Mais les Agatha Christie, ça vous révèle tout. Et puis vous n'avez même pas le temps de comprendre. Hein. C'est en 2 phrases, bim, il vous a tout dit. Et là, vous êtes, ah merde, je l'avais pas lu. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas lu ces romans, qui sont intéressés par celui-ci et les romans, lisez d'abord les Agatha Christie, parce que là... moi, je les avais pas lus, je n'avais pas prévu de les lire tout de suite, mais j'ai bien peur de me rappeler quand même du fonctionnement de l'intrigue. Donc voilà, sinon, donc on le voit, donc lui, il mène plus ou moins l'enquête avec l'inspectrice du FBI. J'ai été déçue par ce livre, complètement déçue. C'est pas la direction qu'il a pris, parce que moi, je trouve que dans l'ensemble, l'histoire est bien construite, mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je me foutais de ce qui lui arrivait. Complètement. Ce personnage est trouvé antipathique en fait. Et quand on découvre au fur et à mesure son histoire, on comprend pourquoi il est antipathique. Mais je sais pas, il y a des personnages antipathiques que vous arrivez à apprécier au bout d'un moment. Lui, pas du tout. Vraiment, on aurait pu se centrer sur un autre personnage, ça aurait été bien mieux. Donc voilà, c'est juste le personnage principal, Malcolm, que j'ai pas aimé. Après le reste, l'histoire est bien trouvée, elle est bien construite. Les différentes infos s'imbriquent bien ensemble. On a vraiment, à la fin, on a vraiment une résolution complète de l'histoire. Mais voilà, donc 1, les spoils, faut faire attention. Et 2, je me suis pas vraiment attachée au personnage. Donc ça a été une petite déception. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter dans ce bilan lecture, il s'agit des Saisons de la tempête de Elle Cosimano, paru chez De Saxus.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer des avis sur ce livre. Moi, j'en ai vu passer pas mal des mitigés, voire négatifs, des personnes qui ont abandonné au bout de 60-100 pages. Je vous avoue que pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai été bien embarquée dans ce livre que j'ai lu en 2 jours. On va suivre Jack et Fleur. Donc Jack est la personne qui représente l'hiver et Fleur représente le printemps. Pour que le printemps puisse éclore, il doit tuer l'hiver. Donc Fleur doit tuer Jack. Et par un espèce de système un peu mi-divin, mi-scientifique, les saisons reviennent tous les ans. Mais tous les ans, elles doivent s'assassiner les unes les autres. Et en fait, Jack ne peut plus ce système parce qu'il est tombé amoureux de Fleur et vice-versa. À côté de ça, on a Julio qui est l'été et Amber qui est l'automne, qui eux aussi doivent s'entretuer, l'un doit tuer l'autre, et eux aussi ont une certaine attirance. Les saisons n'interviennent pas seules sur Terre, elles ont des... comment ils les appellent? Pas des inspecteurs, des... Et en fait, ils ont toujours une personne dans une régie, en fait, c'est vraiment leur binôme, qui est en régie, qui leur dit, voilà, par une espèce de signal émetteur, voilà, par exemple pour Jack, Fleur est pas loin, fais attention, elle est à tel endroit de la ville, va plutôt par là-bas pour l'éviter, parce que vraiment, ils partent dans une chasse hein, pour faire passer les saisons. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont se rebeller et vont vouloir partir de cette espèce d'organisation qui, en fait, ils sont pas les seules saisons. Au début, quand j'ai commencé le livre, j'ai cru que c'était les saisons pour toute la planète. Et en fait, non, ce sont les 4 saisons d'une région bien déterminée. Et en fait, pour chaque région du globe, vous avez 4 saisons attitrées. Donc 4 personnes pour chaque saison. J'espère que c'est pas trop confus. Et ils vont vouloir s'enfuir et entraîner une sorte de mini-rébellion. Donc j'ai bien aimé, j'ai été vraiment pris dedans. Comme je vous ai dit, j'ai lu en 2 jours, donc il fait quand même 500 pages. Donc voilà, vraiment j'ai été captivée. J'ai beaucoup aimé, pour moi c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un beau livre, une belle histoire. C'est le 3e des 2 Saxus que j'y lis et je ne suis pas déçue. Voilà, je suis vraiment très contente. Et puis je voulais vous montrer un peu la beauté de cet ouvrage, donc j'ai acheté le hardback, donc les pages de devant. Donc elle est comme ceci, ainsi que la page de derrière. Et vous avez au milieu des petits... Hop. Voilà, donc c'est vraiment un très bel objet, il est vraiment très très beau. Donc voilà, ça a été une belle petite lecture. Donc voici la première partie de mon update lecture, donc il y en a un petit peu comme vous avez pu voir. Je vous montrerai donc la suite la semaine prochaine. Et puis voilà, vous, est-ce que vous avez lu certains de ces livres? Qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous lu de beau au mois d'avril? Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.